Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition complète de l'information panafricaine sur Pan-African Media TV. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers l'Afrique et le monde entier. Votre fidélité nous honore. Commençons par les titres à la une de ce journal. Au Sénégal, la crise sociopolitique suit son cours. Le report de l'élection présidentielle par le président Macky Sall a plongé totalement le pays dans une tension sans précédent. La connexion à Internet est de nouveau suspendue par les autorités après l'annonce d'une marche dite silencieuse pour protester contre ce report samedi de Macky Sall. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Dans un entretien accordé à la chaîne publique RTN le 11 février, le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a évoqué la question du franc CFA. Selon le chef de l'État, la création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali est un projet en cours de réflexion sur lequel des experts planchent déjà. Pour le président de la transition nigérienne, une décision allant dans le sens de la création sera annoncée au moment opportun. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs. Vous nous regardez à travers l'Afrique, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Libéria, au Baltimore ou encore en Russie. Sachez tout simplement que c'est l'édition complète de l'information sur Pan-African Media qui démarre actuellement. Nous ouvrons ce journal avec le Sénégal où les tensions s'enlisent de plus en plus. Les autorités du pays ont décidé de suspendre une fois de plus la connexion à Internet après que les manifestations ont éclaté au lendemain du report samedi des élections présidentielles par le président Macky Sall. Nous vous invitons à regarder les détails avec Boubacar Kouvou. Ce mardi 13 février 2024, l'opposition a appelé à une manifestation dite silencieuse contre le report de la présidentielle du 25 février prochain. Une décision qui a exacerbé les tensions politiques dans le pays. Seulement cette marche sera interdite par les autorités pour contrer l'initiative de l'opposition. Selon le préfet Chérif Mohamedou Blondin Diaye de Dakar, cette manifestation est un grand risque de trouble à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des biens et des personnes. L'Internet mobile sera à nouveau coupé, surtout l'étendue du territoire sénégalais. Tout porte à croire que la décision des autorités de couper la connexion vise à empêcher à l'opposition de propager les images et manifestations de ce jour. Pour le ministère de la Communication du Sénégal, la mesure intervient suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux subversifs qui ont déjà provoqué des manifestations violentes. En revanche, pour l'opinion nationale et internationale, l'interruption de l'accès à Internet est perçue comme une tentative de freiner la mobilisation de l'opposition et de limiter la diffusion d'informations critiques à l'égard du gouvernement. Les Sénégalais, confrontés à ces restrictions, trouvent leurs moyens de communication et d'organisation sévèrement entravés, suscitant des inquiétudes quant au respect des libertés fondamentales. La situation a attiré l'attention de la communauté internationale qui appelle au dialogue et au respect des principes démocratiques, notamment la liberté d'expression et le droit à un processus électoral transparent et équitable. Il faut rappeler que la connexion mobile a été suspendue au Sénégal au jour d'une manifestation prévue et interdite par les autorités pour la deuxième fois depuis le début de cette crise socio-politique, faisant suite au report de l'élection présidentielle par Macky Sall. Toujours dans la Teranga, en rapport avec la crise sociopolitique qui sévit actuellement, les anciens présidents du Sénégal, notamment Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, se sont entretenus au téléphone avec l'actuel président sortant, notamment le président Macky Sall. Entre-temps, ils se sont dit bien de choses selon ce report, si bien qu'ils ont décidé de produire un communiqué dans lequel ils demandent au peuple, à la société civile, à la classe politique ou encore aux membres du pouvoir de faire preuve d'une certaine retenue et de tenir un dialogue afin de pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place. Une démarche qui, au lieu de tempérer les uns et les autres, a été prise d'une autre manière, si bien que certains ont dit que les anciens présidents se sont rangés du côté de Macky Sall pour tordre le cou à la Constitution. Suivons cet élément pour plus de précision. Alors que la situation s'enlise au Sénégal,
Au lendemain de la décision jugée fantoche de Macky Sall de reporter les élections, les anciens présidents, notamment Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ont décidé de briser le silence et parler au peuple. Oui, cela s'est fait après un entretien téléphonique qu'ils ont eu tous les deux avec le locataire du Palais du Plateau à Dakar. Le Sénégal avait prévu d'organiser une élection présidentielle le 25 février 2024, conformément à la constitution du pays. Cependant, le sommet de l'État a annoncé le report du scrutin pour des raisons prétendues de suspicion autour de la moralité douteuse des membres de la Cour constitutionnelle, provoquant une vive polémique politique et accessoirement des manifestations dans toutes les villes du pays avec à la clé des morts et des blessés. Les partis de l'opposition ont vivement critiqué cette décision, la qualifiant d'inconstitutionnelle et de manipulation du processus démocratique. Dans ce contexte sensible, les anciens présidents Diouf et Wade ont décidé de faire une déclaration commune, affirmant leur soutien à la décision de Macky Sall de reporter l'élection. Ils ont souligné la nécessité de garantir des conditions adéquates pour une élection libre et équitable, tout en appelant à un dialogue national inclusif pour préserver la stabilité du pays. Nous avons su discuter et dialoguer pour mettre un terme à nos différends et aux cris politiques, et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies, ont-ils écrit dans le communiqué avant de rajouter qu'ils comprennent les frustrations et le désarroi de la jeunesse et les appellent à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Pour conclure, ils sont d'avis pour le maintien du scrutin le 15 décembre et appellent l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition à participer aux discussions franches et loyales. Cependant, cette déclaration a suscité des doutes quant à la sincérité des intentions des anciens présidents. De nombreux observateurs et citoyens se demandent pourquoi ces figures emblématiques de la politique sénégalaise ont choisi de se ranger du côté du pouvoir en place et d'approuver une mesure qui va à l'encontre de la Constitution. Même s'il faille donner du crédit à un dialogue, comment cela pourrait être possible si le leader de l'opposition Ousmane Sonko est encore embastillé pour des raisons politiques, selon ses conseils? Nous restons toujours au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest où des femmes des militaires libériens montent sur leurs grands chevaux au travers d'une vaste manifestation. Elles recusent entre autres les pensions retraites de leurs époux qui sont très basses et une diminution des salaires de soldats rentrés des missions de paix au Mali. Une situation qui a bien évidemment forcé la démission du nouveau ministre de la Défense 10 jours après sa nomination. Nous revenons sur les faits avec Fabiola Dombe. Dans sa lettre de démission, le ministre de la Défense libérienne a exposé les raisons de son action qui est de préserver la paix et la sécurité de l'État après des troubles politiques et civils actuels causés par la protestation des femmes de soldats. En effet, les épouses de soldats de l'armée libérienne ont érigé des barrages routiers et des manifestations dans la capitale Monrovia et dans diverses régions du pays, forçant le président Boakai à annuler les célébrations de la journée nationale dédiée aux armées lundi. Les femmes de soldats ont exprimé une multitude de griefs, dont soldes ou retraites trop basses, absence de couverture sociale, pénurie d'électricité, corruption au sein des forces armées et une diminution des salaires des soldats rentrés de missions de paix au Mali. À la suite de la démission du ministre Johnson III, le président libérien a nommé l'ancien chef d'état-major adjoint, le général de brigade Géraldine Georges, comme nouveau ministre de la Défense par intérim. Il a reçu dimanche les épouses des militaires et a promis d'examiner attentivement leurs doléances et de constituer une commission. De plus, il a ordonné le rétablissement de l'électricité dans la caserne Edouard Bignad Kesseli et la gratuité des cours dans l'école située dans l'enceinte.
Parlons coopération au Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a reçu hier en audience l'ambassadeur de la Tunisie au Burkina Faso, Mouni Dzomni. La séance de travail entre les deux personnalités a permis non seulement de passer en revue divers dossiers de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Tunisie, mais aussi d'échanger à propos de la tenue de la prochaine commission mixte de coopération entre les deux pays. Fabila Dombe revient une fois de plus sur cette coopération. La dite commission mixte devra se tenir à Ouagadougou courant 2024, une année qui marque également le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, et l'ambassadeur de la Tunisie au Burkina Faso, Mounir Jomni, soulignant la bonne dynamique de la coopération entre les deux nations, ont relevé l'importance de tenir la 8e session de la commission mixte de coopération afin d'établir de nouveaux partenariats en réponse aux aspirations des populations burkinabées et tunisiennes. Le chef de la diplomatie burkinabé a particulièrement salué et encouragé la coopération sud-sud, surtout que l'Afrique est reconnue comme étant le continent de l'avenir. Pour lui, les 60 ans des relations bilatérales entre la Tunisie et le Burkina Faso constituent un héritage que les deux pays doivent travailler à préserver et à consolider tout en tenant compte des réalités du moment. Saluant les efforts des plus hautes autorités burkinabées dans la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur tunisien a laissé entendre que son pays est disponible à partager son expérience avec le Burkina Faso, qui est un pays frère à la Tunisie. En économie, mais surtout dans le Sahel, nous parlons cette fois-ci du général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la transition du Niger, qui le 11 février dernier, dans un entretien accordé à la chaîne publique, un entretien relatif à la création d'une monnaie pour bannir le Fonds des colonies françaises d'Afrique. Au cours de cet entretien, il a fait savoir que une décision allant dans le sens de la création sera annoncée au moment opportun. Alors, quels sont les fondements d'une telle démarche? Éléments de réponse dans ce reportage. La monnaie est un symbole de souveraineté et nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. C'est du moins l'un des propos du président de la transition de la République du Niger face au journaliste Abdoulaye Tiemogo qui, durant l'entretien, aura axé son conducteur beaucoup plus sur les questions de souveraineté des pays de l'AES. Le chef de l'État a lancé que cette initiative de créer une monnaie est une étape de sortie de la colonisation afin que les États ne soient plus la vache à lait de la France qui, durant plusieurs décennies, tient son précaré en laisse. Tiani rajoute que chaque chose en son temps. Sans donner beaucoup de détails, la bouche autorisée de l'AES a laissé entendre que le projet est en cours de réflexion au niveau des 3 pays avec des experts monétaires qui tablent déjà sur le sujet. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a longtemps spoliés et doit payer les dettes des décennies de pillage systématique de nos ressources. La monnaie est une étape de sortie de cette domination. Confie-t-il, le président nigérien est sur la même longueur d'onde que le capitaine Ibrahim Traoré qui, fin janvier dernier, s'est aussi montré prudent sur cette question, rassurant que le projet est en cours de réflexion et qu'après la sortie de la CEDEAO, le Burkina Faso va probablement s'attaquer au franc CFA. Et il faut dire que cette déclaration du général de brigade Abdourahmane Tiani marque une étape majeure dans la sortie de la colonisation financière française qui a duré plus de 50 ans en dépit des indépendances factices. L'un des principaux avantages de la création d'une monnaie commune est l'indépendance monétaire que pourraient retrouver les pays de l'AES. En se détachant du franc CFA qui est lié à l'euro et étroitement contrôlé par la France, ces pays pourraient prendre le contrôle de leur politique monétaire et de change, leur permettant ainsi de mieux gérer leur économie. En outre, quitter le franc CFA signifierait également une plus grande souveraineté économique pour les pays de l'AES
et ils pourraient décider de leur propre politique budgétaire et de leurs investissements, ce qui leur permettrait de stimuler leur croissance économique et de répondre aux besoins spécifiques de leur population. Pour ce qui est de la baisse des coûts de transactions, connaissant que leurs pays voisins les ont souvent mis sous embargo, l'introduction d'une monnaie commune faciliterait les échanges commerciaux et réduirait les coûts entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Quoique la CEDEAO gagnerait à revenir à de meilleurs sentiments, selon une partie non négligeable de l'opinion, afin de tenter de ramener à elle ces 3 pays du Sahel, il n'en demeure pas moins qu'ils ont atteint un point de non-retour pour ce qui est de leur souveraineté, dont ils ne laisseront rien ni personne l'entamer. Même si la dénomination de cette monnaie commune n'est pas encore connue, il faut souligner que les peuples de ces nations caressent le rêve de voir les premières moutures. Dirigeons-nous cette fois-ci au Maghreb, au Soudan. Les femmes et filles sont désormais déterminées à apprendre le maniement des armes pour se joindre aux forces armées soudanaises dans le combat contre les ennemis du pays. Suivant ce reportage de Jan Bena. La guerre au Soudan connaît une recrudescence notoire. À cet effet, les femmes et filles du pays se sont engagées pour apprendre de nouvelles compétences dans un camp d'entraînement au combat installé dans une ancienne cour d'école. En 10 mois d'affrontements entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par le général Mohamed Hamdan Daglo, les combats se sont intensifiés et ont exterminé de vastes étendues de ce pays d'Afrique du Nord-Est. Ces femmes reçoivent désormais des cours pratiques sur les techniques de défense. Des officiers militaires leur enseignent également comment utiliser des armes à feu telles que des fusils d'assaut AK-47. Selon des sources sécuritaires, certaines femmes ont déclaré qu'elles fréquentaient le camp pour témoigner de leur solidarité envers leurs membres de famille qui avaient été enrôlés pour combattre aux côtés de l'armée soudanaise. D'autres ont déclaré qu'elles apprenaient de nouvelles compétences pour se défendre ainsi que leur famille. En rappel, le conflit avait éclaté le 15 avril 2023 à Khartoum, la capitale du Soudan. Très rapidement, les attaques se sont intensifiées dans d'autres régions du pays suite à plusieurs mois de tensions entre les deux forces combattantes. Au milieu de cette crise sécuritaire qui continue de menacer le pays et de fragiliser la paix, les femmes soudanaises se sont donc engagées pour la cause humanitaire sur l'étendue du territoire. Puis parlons à présent culture. Le Ghana est actuellement en liesse après la restitution de certains de ses objets d'art déportés par l'Amérique il y a plusieurs années et conservés dans un musée. Après de longues années d'attente, les insignes royaux Asante et les objets pillés par les Britanniques sont désormais bien installés à leur emplacement d'origine, dans le palais de Mania. Retour dans cette histoire ou sur cette histoire épique avec Jan Bena. Le Ghana en plein dans la célébration. Le pays vibre au rythme du sentiment de joie qui se dégage après la restitution de ses antiquités volées par un musée américain. Après de longues années d'attente, les insignes royaux Asante et les objets pillés par les Britanniques sont désormais bien installés à leur emplacement d'origine dans le palais Mania. Même si le retour de ces objets rappelle les atrocités de l'ère coloniale, c'est une étape importante et significative pour le Ghana qui augure un processus de reconquête du récit de sa culture et de ses valeurs sentimentales. Cette rétrospection est donc considérée comme un processus de guérison d'une part et une opportunité de croissance économique d'autre part grâce au tourisme. Par ailleurs, des rituels et des cérémonies ont marqué considérablement l'accueil de ces objets qui symbolisent un attachement et un lien fort entre les peuples et leur patrimoine. Le rapatriement de ces 7 objets d'antiquité marque ainsi, sans l'ombre d'un doute, un tournant important dans l'histoire du Ghana. De même qu'un dialogue mondial sur la restitution du patrimoine culturel.
Certains experts pensent que cela déclenchera un débat mondial et incitera d'autres à évaluer la source de leurs avoirs. Pour l'heure, de plus en plus d'antiquités sont attendues dans les mois à venir. De ce fait, le Ghana, et plus particulièrement le royaume d'Ashanti, est désireux de restaurer son passé et son prestige. Eh bien, refermons cette édition de l'information avec l'actualité sportive du football. Héritier Luvumbu a été licencié hier par son club après une célébration de son but en hommage aux victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Son club, Rayon Sport, n'a pas accepté ce geste qu'il a posé sur la pelouse alors qu'ils affrontaient les Police FC. Regardons cet élément que nous... Hervé. Auteur du premier but de la partie sur un superbe coup franc lors de la rencontre qui les opposait à Police FC, on jouait la 20e journée du championnat rwandais. L'international congolais a mis une main sur la bouche et un doigt sur la tempe. Geste assimilé à une prise d'opposition politique face à la situation en République démocratique du Congo. Un geste répété par les léopards de la RDC durant leur rencontre pendant la dernière édition de la CAN. Rayon Sport a fait part dans un communiqué de sa consternation face au comportement inapproprié de l'international congolais Héritier Luvumbu. Le club de Nyanza dit avoir résilié le contrat du joueur. Héritier Luvumbu avait exécuté le geste main sur la bouche et doigt en forme de gâchette sur la tête, qui peut être traduit par silence, on tue en RDC, qui a été exécuté par les joueurs lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire pour dénoncer la guerre à l'est du Congo et le silence des médias. Cette sanction sévère pour un simple geste de célébration fait office de rappel à l'ordre. Le message est clair. Le joueur sous contrat au Rwanda doit faire preuve d'une plus grande discipline et éviter tout acte pouvant être vu comme une prise de position politique. L'attitude du Rayon Sport montre à quel point les tensions géopolitiques entre Kinshasa et Kigali restent vives et sont présentes même dans le football. Eh bien, dames et messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition complète de l'information panafricaine sur Pan-African Media TV, deuxième livraison de cette semaine. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. N'hésitez pas de toujours rester en compagnie de nos programmes, car c'est la télévision futuriste. À bientôt.